Donc on va enchaîner. Moi, je vais vous parler de thrombopénie en situation critique. Alors, je me propose d'aborder certains aspects et de vous faire grâce d'un catalogue d'étiologie et de démarche diagnostique. Ce serait assez rébarbatif. Dire donc un mot quid de la prévalence et de l'incidence des thrombopénies plutôt que de la thrombopénie en soins critiques. Quel est l'impact pronostique rattaché à la mise en évidence d'une thrombopénie chez un patient en soins critiques. Un petit focus sur des pièges diagnostiques à évoquer en termes de diagnostic différentiel, qui ne sont pas forcément des maladies fréquentes, mais comme on est sur une journée maladie rare, je ne suis pas gêné. Et puis, d'un point de vue pratique, qui transfuser et quand? Quelles sont les données dans la littérature en réanimation, comme dans nombre de services de médecine et de chirurgie, on a quand même le sentiment peut-être d'une surenchère dans la transfusion, parfois plus pour rassurer le médecin que pour rendre service aux patients. Et puis, bon, comme je travaille dans un centre de référence sur les cytopénies, ça me paraissait difficile de ne pas vous parler de la gestion d'un PTI grave qui peut échouer en soins critiques. Alors le contexte, bon, la thrombopénie en soins critiques, c'est bien sûr très fréquent. Les mécanismes sont souvent multiples et intriqués. L'insuffisance médulaire, Flore en a parlé. Bien sûr, on peut avoir, surtout s'il y a un Saint-Louis, un patient qui est thrombopénique parce qu'il a reçu de la chimio et puis il se retrouve en réanimation, soit pour une hémorragie, soit pour des effets collatéraux. On peut avoir les rares cas d'aplasie sous différentes formes, mais c'est quand même pas le mécanisme le plus fréquent. On retrouve essentiellement des thrombopénies que je qualifierais, alors j'aime pas trop la dichotomie centrale-périphérique parce que souvent les deux sont mixés, mais bon, elle a le mérite d'être didactique. Donc souvent un turnover accru avec une destruction, une durée de vie raccourcie des plaquettes en périphérie. Donc ça, c'est notamment le sepsis, les causes immunologiques, la CIVD, j'en passe. Les médicaments et réanimation, c'est bien sûr toujours une problématique. À l'époque où les pancartes papier existaient encore, elles existent encore dans certains services. Il fallait se pencher pendant 20 minutes en mettant d'écran en disant celui-là oui, celui-là peut-être bien que oui, celui-là non. Donc c'est très compliqué de faire le ménage sur l'imputabilité. Je ne parle pas bien sûr de la TIH qui est une entité en tant que telle que les réanimateurs connaissent parfaitement et je vais vous faire grâce des critères diagnostiques. La séquestration splénique, bon nombre de patients avec des polypathologies, soit hémato, soit des hépatopathies chroniques avec hypertension portale peuvent bien sûr avoir une part de séquestration qui peut rendre compte au moins en partie de la thrombopénie. Et puis il y a les procédures inhérentes à la prise en charge en soins critiques, qui sont les transfusions massives, notamment en réachir en salle de déchocage, les hémodiafiltrations, l'ECMO bien sûr. Donc je ne vais pas non plus vous parler de la thrombopénie en contexte d'ECMO, puisque c'est vraiment une entité que les réanimateurs maîtrisent parfaitement et beaucoup mieux que moi. Je vais vous faire grâce également des mécanismes, et juste là à droite, c'est un cartoon d'un New England d'il y a 8 ans qui avait trait aux hémorragies en soins critiques et non pas à la thrombopénie, mais vous voyez que dans les causes de saignement grave qui mènent le patient en soins critiques, dans la majeure partie des cas, ce saignement est en partie rattaché à une thrombopénie profonde. Alors, bien sûr, on peut avoir une hémophilie acquise et arriver en réanimation, mais c'est quand même pas le cas le plus fréquent. Et à gauche, c'est un tableau d'une revue générale dans le British sur les thrombopénies en soins critiques, qui reprend un peu les différents mécanismes. Donc on peut avoir, là encore, on retrouve l'activation du complément qui peut jouer un rôle, notamment dans le sepsis, et je crois que ça a été abordé ce matin, la thématique du complément. On retrouve la séquestration splénique, il peut y avoir de l'agrégation plaquettaire, voilà, la consommation sur de la microangiopathie, et j'en passe. Et encore une fois, le message principal, mais vous le savez déjà, c'est que souvent une thrombopénie en réanimation, son analyse est rendue difficile par le fait d'une multiplicité de causes potentielles. Alors, un peu de chiffres. Bon, je me suis un peu reposé sur cette revue qu'on peut qualifier de revue systématique de la littérature, publiée l'année dernière dans le cadre d'une étude qui a plusieurs étapes, qui s'appelle Prisma. Bon, en gros, ils ont vraiment fait une recherche extensive dans PubMed, vous voyez, sur plus de 6000 articles.
Et après un exercice d'écrémage qui est toujours un peu fastidieux, ils ont inclus et analysé 70 études ciblant l'item thrombopénie en soins critiques avec des données épidémiologiques et ou de pronostic. Alors bien sûr, le seuil, c'est une question en soi. Si on met la barre comme on devrait le mettre, si on suit ce qu'on a appris en premier cycle, moins de 150 gigas, en tout cas pour un caucasien, c'est une thrombopénie. En Chine, c'est plutôt moins de 100. Mais entre 100 et 150, c'est un tel fourre-tout que voilà, c'est pas très relevant de s'arrêter, à mon sens, trop longtemps. En tout cas, sur la prise en charge, ça peut être une piste diagnostique, mais j'ai un patient qui est en réa et qui a 140 gigas de plaquettes. Je ne dis pas que c'est un non-événement, c'est sûr que s'il est passé de 300 à 140 sous héparine, ça va mettre la puce à l'oreille, mais c'est plutôt les thrombopénies, on va dire, en dessous de 50 gigas qui peuvent poser à la fois des problèmes diagnostiques et de gestion thérapeutique. Et finalement, ce n'est pas là-dessus qu'il y a le plus d'études sur des patients avec des seuils bas de plaquettes. Néanmoins, vous voyez que, en fonction du type de recrutement, est-ce que c'est plutôt des patients en médecine intensive réanimation, enfin slash médicale versus chirurgicale, il y a certaines disparités, mais on est sur des incidences de l'ordre de 20 à 50% patients admis en réanimation qui sont d'emblée ou qui vont être thrombopéniques à un moment, donc c'est énorme, hein, c'est vraiment le quotidien. Et en termes de prévalence, vous voyez que les fourchettes sont aussi assez larges. Et vous voyez dans les colonnes de droite le nombre d'études qui s'y rapportent en fonction du statut du patient et surtout du type de réanimation. Alors, quels sont les facteurs associés significativement à ce tableau et un peu trop touffu, j'en conviens, associés à la survenue d'une thrombopénie. Si on se fait un focus uniquement sur les thrombopénies qui, encore une fois, me paraissent celles sur lesquelles il faut s'attarder un peu plus, celles inférieures à 50 gigas, c'est clair que les scores composites prédictifs de sévérité en réanimation sont bien corrélés, hein, quand bien même la thrombopénie ne soit pas un item de chacun de ces scores. Les patients cirrhotiques ont un hazard ratio d'environ 3 d'avoir une thrombopénie lorsqu'ils sont en réanimation. Les patients sous immunosuppresseurs, pour une raison un peu mystérieuse, certaines études mettent en avant le sexe féminin. Je n'ai pas d'explication claire, si ce n'est peut-être par le biais de mécanismes auto-immuns et encore. Thrombose et thrombopénie, ça croise. Bactériémie et thrombopénie, ça croise, mais là on n'est pas très surpris. Sepsis au sens large. Et puis après, on retrouve les procédures invasives ou semi-invasives, telles que la dialyse, l'ECMO, bien sûr, et le recours aux drogues inotropes, aux vasopresseurs, qui sont aussi un reflet indirect de la sévérité du patient et de son atteinte souvent multiviscérale. Donc vous voyez qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont significativement corrélés à un risque accru de thrombopénie en réanimation. Mais encore une fois, pour éviter de vous faire un catalogue, je ne veux pas dérouler trop de tableaux un peu indigestes. Quel est l'impact pronostic d'une thrombopénie en soins critiques ? Et là, je parle donc sous le contrôle d'éminents réanimateurs, mais il y a quand même beaucoup de papiers là-dessus. Et clairement, la majorité d'entre eux, dans des études qu'on appellera cas témoins ou cas contrôle ou selon les appellations, le fait d'être thrombopénique en réanimation est associé à une mortalité accrue sur le court terme, à une durée de séjour plus élevée en soins critiques. Certaines études, mais là c'est plus discordant, ont relié la survenue d'une thrombopénie à une durée de ventilation mécanique plus longue. Mais là encore, c'est pas toutes les études, c'est pour ça que je l'ai mis en italique. Et puis là, on ne sera pas très étonné. Les patients thrombopéniques ont plus souvent recours aux transfusions, pas uniquement aux transfusions de plaquettes, mais aux produits sanguins labiles ou dérivés du sang au sens large, que ce soit des concentrés érythrocytaires, des PFC ou d'autres. Enfin là, c'est un peu enfoncer une porte ouverte. Maintenant, un petit focus sur donc vous voyez, 1, c'est fréquent, 2, c'est un marqueur de gravité en soi d'être thrombopénique en réanimation, sauf à penser qu'on est thrombopénique depuis 5 ans et qu'on est en réanimation pour autre chose, bien sûr. Alors, diagnostic différentiel, je voulais faire un petit focus sur le PTT, donc ça a été abordé ce matin, je crois, dans la problématique plutôt thérapeutique. Il y a une question qui est loin d'être une question de... arrive aux urgences ou en soins critiques
avec une bi- ou une pancytopénie, en tout cas une bicytopénie, une anémie hémolytique et une thrombopénie de degré variable. La question, bien sûr, que tout urgentiste ou médecin digne de ce nom doit se poser, c'est est-ce un PTT ou pas? Donc je ne vais pas vous rappeler le French score, comment on distingue devant un certain nombre de maths un PTT et un SHU, tout ça vous savez bien. La question est plutôt de savoir qu'est-ce qui fait que chez certains patients, on ne pense pas tout de suite au PTT et que le diagnostic peut être retardé. Et c'est une question qui me paraît, qui aime bien les questions pratiques, cliniques, quand on peut essayer d'y répondre, qui avait été abordée par le centre de référence CNR-MAT, donc publié en 2017, sur 416 patients à l'époque dans la base de données. Vous voyez qu'il y avait dans la colonne de gauche 84 patients pour lesquels le diagnostic de PTT n'avait pas été mis en première hypothèse ou pas du tout évoqué initialement, versus les 339 pour lesquels on avait dit d'emblée c'était un PTT acquis auto-immun, et ça s'est avéré être le cas. Donc qu'est-ce qui faisait que le diagnostic pouvait errer un peu? Dans le diagnostic, on va dire, fait tardivement, il y avait plus de femmes, il y avait moins d'atteintes d'organes. Alors, le pointeur, il ne marche pas, c'est ça, enfin, il ne faut pas l'utiliser. Oui, d'accord. Il y avait souvent de schizocytes ou des schizocytes moins nombreux. Et puis, pour un peu corser le tout, j'ai à peu près 20% des patients quand ça avait été fait, mais enfin, c'est licite de le faire, devant une thrombopénie, une anémie hémolytique, si vous ne faites pas un test de Coombs, je trouve ça un peu dommage. Il y avait 20% de ces patients diagnostiqués tardivement qui avaient un Coombs positif. Donc c'est sûr que si vous avez un Coombs positif, vous avez peu de schizo et que vous n'avez pas la tropo à 1500 et vous n'êtes pas en défaillance d'organes, logiquement, vous vous posez la question, c'est peut-être plutôt un certain nombre d'évances qu'un PTT acquis. D'accord ? Et comme en plus, ils avaient plus significativement, ces patients diagnostiqués avec retard, des marqueurs d'auto-immunité plus larges comme des anticorps antinucléaires, voilà, ça pouvait faire errer le diagnostic. Bon, finalement, ce n'est pas très grave, puisque finalement, ces patients qui n'avaient pas été suspectés d'avoir un PTT au début ne l'avaient pas été, probablement parce qu'ils étaient moins graves. Et du coup, il n'y a pas eu d'impact sur la mortalité. Le diagnostic a été récupéré, soit parce qu'on avait fait l'ADAMS-13 de façon systématique, soit parce que à J2, J3, on a dit qu'on a revu le diagnostic. Et vous voyez que le taux de mortalité global, bon, c'était dans la base de données, depuis les chiffres ne sont plus les mêmes. On était aux alentours de 10% de mortalité, ce n'était pas très différent. Donc le message là, c'est que devant une thrombopénie profonde associée à une anémie hémolytique, même si à J1, on vous dit qu'il y a peu de schizocytes, voire rarement qu'il n'y en a pas du tout, il faut répéter le frottis sanguin de façon quotidienne. Alors pas pendant 15 jours, mais au moins 3-4 jours de suite. Alors vous faites engueuler par les cytologistes, on dit « Ouais, c'est bon, tu l'as demandé hier, machin, conformité, non-conformité bloquante, machin, je sais pas quoi. » On s'en fout, on prend son téléphone, on dit « Non, mais j'aimerais bien que tu jettes un œil. » Et de temps en temps, vous allez passer de peu de schizocytes à un tapis de schizocytes, alors que vous aviez un Coombs faiblement positif, et au lieu de mettre que des corticoïdes, là, vous allez embrayer rapidement sur des échanges plasmatiques et impacter le pronostic du patient. D'accord ? Si on élargit un peu ce diagnostic différentiel je qualifierais d'un peu immuno-hémato-interniste dans des contextes qui peuvent amener le patient en réanimation, on peut rajouter le syndrome catastrophique des antiphospholipides, je crois qu'il a été également évoqué ce matin dans le cadre de l'activation du complément. Donc on est à chaque fois dans une situation, il y a la thrombopénie qui est souvent au premier plan, il y a l'anémie de mécanisme hémolytique, il peut ou pas y avoir de la défaillance d'organes à des degrés divers, et le patient peut clairement terminer soit d'emblée, soit à brève échéance en soins critiques. Donc comment faire le distinguo ? Sur l'intensité de la thrombopénie, là on ne peut pas vraiment trancher entre un PTT et un EVANS, souvent les plaquettes elles sont à moins de 30 gigas. Donc ça, c'est plus le seuil pour distinguer SHU de PTT. Dans un CAPS, c'est rare quand même qu'on ait 10 gigas de plaquettes. On est plutôt dans du 20 à 50. La différence, c'est la clinique. Et j'entendais ce matin, Elie Azoulay disait qu'il fallait examiner les patients et qu'à l'heure de l'intelligence artificielle et des big data, il ne faut pas oublier d'aller voir les malades. Là, c'est pareil. Si vous avez un patient qui a 10 gigas de plaquettes avec un EVANS, il y a du purpura. Enfin, je veux dire, il y a un syndrome hémorragique cutanéo plus ou moins muqueux. Dans un PTT, ça peut saigner un peu. Enfin, c'est rare qu'un PTT acquis arrive avec une épistaxis intarissable et des bulles hémorragiques dans la bouche. Et des bulles hémorragiques dans la bouche,
Je me demande, enfin, moi, personnellement, j'ai quasiment jamais vu. On peut avoir un peu de purpura échymotique. Donc, plus ça saigne à taux de plaquettes équivalent, plus vous êtes sur un versant thrombopénie immunologique, entre guillemets, périphérique, et pas une thrombopénie microangiopathie. D'accord? Et dans les vents, il n'y a pas d'atteinte d'organes, donc c'est vraiment une bicytopénie une bicytopénie, isolée, parfois une pancytopénie. Il n'y a pas d'atteinte rénale, sauf s'il y a un lupus sous-jacent. Il n'y a pas d'atteinte cardiaque, neurologique. Voilà. Donc en faisant de la bonne clinique, de la sémiologie biologique simple, bien regarder le frottis, même sans avoir encore le taux d'Adams 13, on arrive quand même à faire des diagnostics présomptifs qui sont importants. Parce que dans le PTT acquis, comme chacun sait, même si peut-être on pourra s'en passer prochainement, ça reste quand même les échanges plasmatiques en urgence. Les vents, c'est corticoïdes plus ou moins IGIV. Et le CAPS, c'est les anticoagulants. Donc vous voyez que les implications ne sont pas du tout les mêmes, même si on peut rajouter parfois des échanges plasmatiques dans le CAPS. La place de la transfusion. Donc la place de la transfusion, elle n'est pas aussi simple que ça. Et elle est d'autant moins simple que, comme ça a déjà été évoqué, je l'ai aussi ébauché en introduction, thrombopénie n'est pas forcément alliée purement à un risque hémorragique accru, mais il peut y avoir des intrications, thrombopénie, même profonde, et thrombose. Donc il convient de savoir quel est le patient qui a un risque hémorragique, qui va avoir besoin d'un support prophylactique ou curatif, voire per procédure, versus un patient qui a une thrombopénie dans un contexte nosologique qui fait qu'en fait il est plus à risque de thrombose et que la transfusion peut être inadaptée. Alors, les problématiques, c'est qu'il n'y a pas d'études contrôlées à ma connaissance. Après, voilà, j'ai pu avoir des trous dans ce que j'ai regardé. Pas d'études contrôlées en milieu de soins critiques sur transfusion versus pas de transfusion dans des séries homogènes de patients. Et c'est difficile d'avoir des séries homogènes de patients thrombopéniques en réanimation. Il y a des essais sur la CIVD, ce qu'il faut mettre des PFC, etc. Il y a des petites choses, mais pas stricto sensu sur les transfusions de plaquettes. Donc l'efficacité et le rendement transfusionnel, on sait, y compris dans des centres de cancérologie qui ont des soins critiques, que même chez ces patients-là exposés à des chimiothérapies, etc., c'est des études qui sont non contrôlées, le rendement transfusionnel, il n'est pas très bon, il va rarement au-delà de 50% de rendement, même dans des contextes où la thrombopénie est présumée centrale. Alors il peut y avoir des problèmes d'alloimmunisation, etc. Et quant à l'effet potentiellement délétère, il y a quand même des études, il n'y en a pas des tonnes, mais qui ont montré que, notamment en contexte de sepsis, si on se transfuse à tout va en plaquettes, ça peut être associé à une mortalité accrue. Donc ce n'est pas anodin de transfuser, et donc il ne faut pas transfuser par excès. Toujours est-il qu'il n'y a pas de guideline dédié, donc transfusion de plaquettes en soins critiques. Et donc, quand il n'y a pas de guideline, les attitudes sont souvent hétérogènes, mais on peut se reporter à des recommandations, on va dire, nationales, hors soins critiques, telles que celles de l'HAS, et à partir desquelles on peut extrapoler un certain nombre de situations. Il y a aussi des guidelines internationaux. Donc, en ce qui concerne les recommandations de l'HAS, elles datent de 2015. Bon, entre 2015 et 2022, à ma connaissance, il n'y a pas eu des révolutions dans le monde de la transfusion et je n'ai pas eu vent de plaquettes de synthèse arriver la semaine dernière. Globalement, les seuils recommandés, donc vous voyez un peu le niveau de recommandation en bas, qui sont classiques, ABC ou AE, c'est accord d'experts, entre guillemets, il n'y a pas de niveau de preuve. Bon, les seuils classiques en prophylaxie, c'est en gros le patient qui est en réa, qui a, je sais pas, la cholécystite, qui doit se faire spléectomiser pour une raison XY, ou drainer un abcès ou que sais-je, une péritonite. Au-dessus de 50 gigas, on estime que c'est bon. Et normalement, les anesthésistes sont à peu près d'accord avec ce seuil. Après, bon, les anesthésistes, c'est comme tout le monde. On peut tomber sur un anesthésiste un peu plus stressé, un peu plus, voilà, avec lequel il faut discuter un peu plus. Pour la neurochir, le seuil c'est 100 gigas. Là aussi, il n'y a pas trop d'atermoiement. C'est un seuil qui est assez communément admis. Donc, on ne passe pas en neurochirurgie à un patient qui a 50 gigas sans transfusion, sauf à penser que vraiment, il n'y a aucun risque hémorragique en lien avec cette thrombopénie. Pour l'œil, on est entre 50 et 100 gigas. Si c'est le segment postérieur, c'est plutôt 100 gigas. Les gestes invasifs, ça aussi, les réanimateurs connaissent bien. Bon, une rachianesthésie ou une PL, 50 gigas, ça suffit. En dessous, je
dis pas que c'est criminel, mais il faut quand même faire gaffe. Il y a quand même, ce qui est rassurant, c'est qu'il y a des données sur des milliers de patients dans des registres obstétricaux américains, où ils avaient revu tous les patients qui avaient eu, par exemple, une péridurale, toutes les patientes qui avaient une péridurale au moment de l'accouchement, et chez lesquelles personne n'avait regardé le taux de plaquettes. Alors bien sûr, vous tombez sur des patientes qui finalement ont une péridurale à 25 000 plaquettes, que personne n'avait vu, et globalement, le risque d'hématome épidural, il existe, hein, mais il est vraiment minime. Donc quand bien même on ferait une péridurale à 30-40 gigas de plaquettes, ça ne serait pas dramatique, mais encore faut-il que la personne qui fasse le geste soit quelqu'un qui ait de la bouteille et qui ne pique pas n'importe où, n'importe comment. Donc globalement, on est plutôt sur du 80 gigas de plaquettes pour le seuil communément admis pour les anesthésistes pour la péridurale. Donc ça, c'est des seuils, on n'a pas de raison de ne pas s'en servir en réanimation, d'accord, même si ça n'a pas été ciblé sur cette population. Dans les thrombopénies dites, entre guillemets, centrales, par hypoplasie médulaire, qu'elle soit chimio-induite ou constitutionnelle ou acquise sur une aplasie, là, on se réfère également à ce qui se fait couramment dans les services tels que le service de Régis ou d'autres. Si le patient n'a aucun facteur de risque de saignement surajouté, ce qui est rare, on transfuse systématiquement à moins de 10 gigas. En réanimation, en fait, il y a souvent au moins un ou plusieurs autres facteurs de risque favorisant le saignement, tels que la fièvre, le CIRS, la mucite, que sais-je. Donc, on met plutôt le seuil à 20 gigas. Là, je parle des patients qui ont vraiment une thrombopénie dont on sait que le mécanisme est de l'hypoproduction plaquettaire et dont on sait qu'ils sont à risque de saignement. D'accord ? Pour la CIVD, c'est moins clair. C'est pour ça que j'ai mis en pointillé. C'est plutôt moins de 30 gigas chez tout le monde, mais il n'y a pas un niveau de preuve important. Et entre 30 et 50 gigas uniquement si saignement. Après, il y a des gestes invasifs. Bon, je ne reviens pas sur la ponction lombaire, mais par exemple la biopsie médulaire, où on dit qu'il faut 50 gigas. Bon, nous, on a un PH d'hémato, il nous fait des BM à 10 gigas de plaquettes. Il dit je m'en fous, j'en ai fait 130, ça se passe bien. Bon, après, c'est un peu. Moi, je trouve que c'est un peu risqué. Moi, je ne la ferai pas personnellement. Parce qu'on peut quand même se choper une artérielle. Donc voilà, un peu, je vais pas passer le catalogue en revue. Les transfusions massives, qui sont aussi, là, pour le coup, clairement, une situation de réanimation plutôt chirurgicale. On sait que les transfusions massives, au-delà de 10 concentrés érythrocytaires, ça génère de la thrombopénie. Et donc là, il est licite de préventivement transfuser des plaquettes quand on part sur un choc hémorragique, une transfusion massive, au-delà du 4e concentré érythrocytaire pour anticiper. D'accord ? Sinon, vous risquez d'auto-entretenir le saignement. La CIVD, comme je l'ai évoqué, il y a plusieurs traitements qui ont été testés, la protéine C activée, d'autres. Il n'y a pas vraiment de traitement médical pour l'instant qui a fait la preuve de son efficacité dans la CIVD. En plus, il n'y a pas un type de CIVD, mais il y a plusieurs contextes. Donc, bien sûr, c'est le traitement de la cause autant que faire se peut. Et on ne transfuse en plaquettes que les patients qui ont une CIVD avérée avec des plaquettes franchement basses et qui ont un syndrome hémorragique. Parce que ça reste quand même il y a de l'activation plaquettaire dans la CIVD, hein, donc c'est un peu mettre de l'huile sur le feu si vous transfusez largamanu tous les patients. Et quant à l'hypersplénisme, bien sûr, c'est pas une cause c'est pas une raison pour transfuser le patient. Quelqu'un qui a une splénomégalie myéloïde avec une rate qui arrive dans le pelvis et qui a 30 gigas de plaquettes, son pool plaquettaire global, il est normal, d'accord ? Donc je dis pas qu'il a 0 risque de saignement, mais son chiffre est notoirement sous-estimé. Donc, ce n'est pas la peine de bourrer de transfusions de plaquettes qui vont d'ailleurs automatiquement partir dans la rate avec un rendement quasi nul. OK. Là où je voulais insister, c'est sur les situations où clairement il ne faut pas transfuser parce que c'est dangereux. Donc ça, c'est un papier que je trouve intéressant, même si on est un peu sur l'ambiance big data, hein, et que c'est toujours un peu frustrant, mais ça a le mérite du nombre. C'est-à-dire que c'est une étude qui a été publiée dans Blood il y a 7 ans maintenant. Ils ont pris sur la base de données médico-administratives sur l'État de Californie sur plusieurs années tous les patients qui avaient été hospitalisés pour des thrombopénies dites de consommation et qui avaient été exposés. Ils ont regardé ceux qui ont été exposés à au moins une transfusion de plaquettes et ils ont vu un peu leur devenir et notamment l'incidence d'événements que je qualifierais de cardiovasculaire / embolique. Donc la morbimortalité par accident thromboembolique. Il y avait 3 situations. Il y avait la thrombopénie induite par l'héparine, il y avait le PTT et il y avait à droite le PTI. D'accord ?
Et en gros, pour faire simple sur ce message, donc par exemple, on voit qu'il y avait 25% des patients hospitalisés en Californie aux urgences pendant cette période, 25% de 79 000 qui ont été transfusés en plaquettes, c'est notoirement beaucoup trop. D'accord ? Donc ça, c'est un problème de consommation et de juste prescription. Mais pour autant, dans le PTI, c'est pas grave. Vous transfusez, pire, ça fait rien, ça peut aider un peu, mais vous n'êtes pas délétère. En revanche, si vous transfusez un PTT acquis ou une TIH, là, non seulement ça ne sert à rien parce que le patient n'est pas en train de saigner, et deuxièmement, ça augmente son risque d'événements thromboemboliques artério-veineux à court terme. D'accord ? Donc, il ne faut pas. Et je vais finir avec un focus sur la prise en charge du PTI de l'adulte qui présente un syndrome hémorragique grave qui peut parfois, rarement, le conduire en unité de soins critiques. Donc je rappelle on va dire le consensus qui n'est pas figé dans le marbre, mais qui dit que dans le PTI, à la phase initiale du diagnostic, on ne traite que les patients qui ont moins de 30 gigas de plaquettes et de façon d'autant plus rapide qu'ils sont symptomatiques. Le but, c'est de passer au-dessus de ce seuil pour les mettre à l'abri d'une hémorragie pouvant mettre en jeu le pronostic vital ou fonctionnel. Donc là, on cherche la rapidité, sachant que l'incidence d'hémorragie intracrânienne ou la mortalité immédiate d'un PTI, heureusement, c'est faible. En tout cas, dans nos pays, c'est de l'ordre de 1 à 2%. Sur un PTI persistant ou chronique, c'est un peu comme les AVK et l'INR. Là, on ne cherche pas la rapidité, on cherche à avoir une certaine stabilité avec des plaquettes au-dessus de 20 à 30 gigas sur le long cours, au moins 2/3 du temps, pour éviter les accidents hémorragiques liés aux aléas de la vie quotidienne, sportive ou que sais-je. Alors le seuil de 30 gigas, qui est donc un seuil consensuel, mais qui repose sur pas grand-chose, et va probablement être revu à la baisse, et notamment cette étude collaborative française sur 300 patients adultes avec un PTI nouvellement diagnostiqué, donc incident. Il a été regardé quels étaient en analyse multivariée les facteurs significativement associés à la survenue d'hémorragies graves, donc à savoir hémorragie intracrânienne, hémorragie digestive avec déglobulisation d'au moins 2 points d'hémoglobine, hématurie macroscopique, métrorragie intarissable, etc. Et globalement, en fait, le seuil, c'est à 20 gigas qu'on voit que ça fait la différence et non pas à 30. Donc entre 20 et 30, finalement, il n'y a quasiment jamais de saignement grave, sauf s'il y a des facteurs surajoutés. Et le facteur surajouté, ça peut être l'exposition à un anticoagulant. De façon intéressante, parce que là aussi les données sont discordantes dans la littérature, le fait d'être âgé, voire très âgé, n'est pas assorti comme étant un facteur associé à un plus grand risque d'hémorragie sévère, y compris chez les gens de plus de 80 ans. Et l'exposition à un antiagrégant n'est pas non plus associée, contrairement à ce que pourrait s'imaginer le simple bon sens clinique, à un risque accru d'hémorragie. Je parle des hémorragies graves. Donc, on avait tendance à dire que les patients qui étaient sous anticoagulants, de toute façon, on maintenait un seuil de 50. On faisait pareil avec les antiagrégants. Et en fait, et dans la vraie vie, on voit qu'il y a des patients de 80 ans qui sont sous Cardégique 75, qui ont 30 gigas de plaquettes et ils n'ont pas une PTCHI. D'accord ? Alors, double antiagrégation, on commence à discuter. Mais n'arrêtez pas de façon intempestive des antiagrégants chez des patients qui ont une cardiopathie ischémique stentée dès qu'ils passent en dessous de 50 gigas, parce qu'en fait, le rapport bénéfice-risque de cette attitude peut être défavorable. Ok, donc le seuil plutôt, en fait, moins de 20 gigas, il faut s'activer et probablement moins rapidement, entre 20 et 30. Et chez les patients qui sont exposés à des anticoagulants, qu'on ne peut pas toujours arrêter, c'est une valve mécanique, ou très transitoirement, il faut viser rapidement 50 gigas. Les patients qui relèvent donc d'un traitement en urgence en situation de vraie vie, encore une fois, c'est les patients dont on sait qu'ils ont déjà fait un saignement grave quand ils étaient en situation de thrombopénie profonde. Donc ceux-là, dès qu'on reçoit un fax et qu'ils ont 10 gigas, on n'attend pas qu'ils nous disent « je saigne du nez », on les prend tout de suite. Et puis, chez les patients pour lesquels on a moins de recul, c'est bien sûr, encore une fois, les saignements que je viens de citer. Donc la réponse thérapeutique est graduée à taux de plaquettes équivalent. Elle est graduée en fonction de la présentation clinique et du phénotype du patient. Donc si le patient a un syndrome hémorragique minime ou absent, c'est que les corticoïdes. S'il a un syndrome hémorragique d'intensité modérée avec des signes muqueux comme des bulles hémorragiques,
Là, on le garde à l'hôpital et on monte un peu en gamme. Et actuellement, donc ça reste les IGIV dans cette indication. Et on met plus volontiers de la dexaméthasone que de la prénisone parce que ça agit plus souvent et plus vite. Et puis, donc, la situation qui peut conduire le patient en réanimation, c'est le duo, qui est heureusement la plus rare, où là, il faut faire la totale thérapie, c'est-à-dire les IGIV à dose maximale, 1 gramme kilo J1 répété à J2, des doses maximales de corticoïdes qui peuvent être soit de la dexa, soit des bolus, de méthylprénisolone, plus ou moins des alcaloïdes de la pervenche comme la vinblastine. Ça, c'est une série rétrospective publiée par donc, le centre de référence français il y a quelques années sur 27 patients qui avaient un PTI et qui avaient fait une hémorragie intracérébrale. Donc globalement, c'est essentiellement des patients soit à la phase initiale proche du diagnostic, soit en phase de PTI chronique réfractaire, par rapport à des contrôles qui étaient des 2 patients de chaque centre vus juste avant ou juste après l'hospitalisation du patient index. Bien sûr, ils ont plus souvent des hémorragies viscérales. L'âge n'impacte pas, encore une fois, sur le risque d'hémorragie intracrânienne. Et globalement, le message là-dessus, parce qu'on a tendance à dire à nos étudiants, si le patient n'a pas d'échymose de purpura pétéchiale, même s'il a 5 gigas de plaquettes, le risque qu'il fasse une hémorragie mettant en jeu le pronostic vital est proche de 0. Ça montre que c'est proche de la réalité, c'est-à-dire que le patient normalement ne brûle pas les étapes dans la présentation de l'hémorragie, sauf si, encore une fois, il a des anticoagulants ou s'il subit un traumatisme. Et chez ces patients, il n'y en avait que 5, il y en avait 5 sur 27 qui, si on met de côté l'hémorragie intracrânienne, avaient un syndrome hémorragique tout à fait minime. Donc la clinique, et encore la clinique, comme aide à la prise en charge et à une attitude cohérente. À noter que dans cette série, il y avait 44% de mortalité, ce qui est énorme, et comme par hasard, seuls 44%, même moins de la moitié des patients avaient reçu la totale thérapie, à savoir IGIV, corticoïdes et transfusion de plaquettes. Donc on est un peu dans un paradoxe où il y a tous les jours, dans toutes les urgences de France et de Navarre, des patients qui ont des thrombopénies profondes. On dit, je pense que c'est un PTI, j'en sais rien, je ne suis pas sûr, mais je vais le transfuser parce que c'est vendredi, il est 19h30 et j'ai peur, alors qu'il n'en a pas besoin. Et quand le patient en a besoin parce qu'il est en neurochir et qu'il a un hématome intracrânien, bon, c'est une étude qui était rétrospective, donc maintenant ce serait probablement plus le cas. Il y a près d'un patient sur 2 qui ne reçoit pas de transfusion de plaquettes. Donc on marche un peu sur la tête sans faire de jeu de mots. En analyse multivariée, donc les facteurs associés à la présence d'un saignement grave étaient notamment la non-réponse à la corticothérapie. Alors juste pour revenir un peu sur transfusion de plaquettes, je vous ai dit que ce n'était pas délétère dans le PTI, mais bon, c'est quand même délétère dans le sens que ça vide le stock de poules de plaquettes de l'EFS dont d'autres patients pourraient avoir besoin de façon plus pressante. Est-ce que c'est peut être efficace ? On vise sur le dogme, ça ne sert à rien, c'est immédiatement consommé. C'est pas toujours vrai. Là, c'est vous voyez, c'est que des petites case series. Là, c'est 10 patients. On les transfuse en concentré plaquettaire d'aphérèse et on voit ce qui se passe. Vous voyez qu'à H+3, il y a quand même une majorité de patients qui montent. Après, si vous redescendez à H+24, ils sont repartis à la baseline. Mais en tout cas, le rendement à très court terme, même sur un authentique PTI, il peut être réel. Et c'est pour ça qu'il faut transfuser les patients en situation d'hémorragie grave active, et même de façon fractionnée, 2 à 3 fois par 24 heures. Il y a aussi quelques données, encore une fois rétrospectives, donc de mauvaise qualité, qui suggèrent que si vous poulez des immunoglobulines avec des transfusions de plaquettes, vous pouvez améliorer le rendement à court terme de la transfusion de plaquettes. Là, c'était sur 40 patients. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez que dans 2 tiers des cas, à H24, alors il y a peut-être le début, bien sûr, de l'effet des immunoglobulines, mais vous avez une efficacité objective de l'association transfusion IGIV qui peut être donc synergique. Est-ce qu'on peut faire une splénectomie en urgence chez un patient qui a un PTI réfractaire, qui saigne, qui est en échec de tout ? On l'a fait, on a dû en faire 3 en 10 ans. C'est un peu rock'n'roll. Là, pour le coup, il faut trouver l'anesthésiste, je ne vais pas être vulgaire, mais qui a de la bouteille, quoi. Qui n'est pas d'un tempérament anxieux. Là, c'est une petite étude chinoise. Alors, je ne sais pas si on fait ça sur des prisonniers de Tiananmen, mais bon, 10 patients, 21 ans, qui avaient quasiment plus de plaquettes, qui sont passés au bloc. Bon, ça montre juste la faisabilité qu'ils ont survécu
et que, bien sûr, là, il y a un support transfusionnel péropératoire, il y a des pertes sanguines, mais qui ne sont pas monstrueuses. Bon, là, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'ils ont tous répondu. La problématique de ça, c'est que si vous le faites, c'est que si ça ne marche pas, ça nous est déjà arrivé, mais on se retrouve avec des problématiques de hématomes, sous-phréniques, machin, sous-capsule, enfin bon, bref. Donc quand la splénectomie est efficace, parfois dès que le chirurgien clampe le hile splénique, boum, les plaquettes montent, on est content. Mais quand ce n'est pas le cas, on se retrouve avec un patient en post-splénectomie qui a toujours 10 gigas de plaquettes. Donc c'est vraiment le truc de dernier recours à discuter rapidement avec des centres de référence et on va dire une mini RCP en urgence. OK ? Mais c'est faisable. Est-ce qu'il y a une place pour les agonistes du récepteur de la TPO dans des situations d'urgence? Donc ça aussi, c'est une question qu'on s'était posée il y a quelques années, puisqu'il y a des patients qui sont en situation de saignement grave, vous leur faites des corticoïdes, des transfusions de plaquettes pour passer le cap, des IGIV, et puis J3, J4, J5, qui sont toujours à 10 gigas de plaquettes, couverts de purpura, ils saignent du nez, et on est un peu coincé. Le rituximab, c'est hors sujet parce que ça agit pas vite. Et donc, est-ce qu'on peut booster la mégakaryopoïèse? On avait regardé ça. Donc, 30 patients qui avaient reçu le combo, qu'on avait comparé à des contrôles historiques qui avaient reçu, avant l'ère des ARTPO, le combo sans ARTPO, donc avec de la vinblastine. Et 20 patients analysables en termes de données d'efficacité. Donc, globalement, pour la faire courte, donc vous avez en bleu les histogrammes des patients qui ont reçu la totale thérapie d'urgence avec ARTPO. Et en orange, les contrôles historiques qui avaient reçu la même chose, mais avec des alcaloïdes de la pervenche sans ARTPO. Donc, à J7, vous avez 2 tiers de réponse en rajoutant les ARTPO. À J14, il y a 80% des patients qui répondent. Donc, un ARTPO, ça ne fait pas monter les plaquettes en 24 heures, parce que pour faire des plaquettes à partir d'une cellule souche, il faut au moins entre 4 et 5 jours. Alors peut-être parfois c'est un peu plus court parce qu'il y a des mégakaryocytes dormants qui demandent qu'est-ce qu'on leur donne un coup de pied dans la tête et qui donnent des plaquettes. Mais si on parle de la cellule souche, ça prend quand même un peu plus de temps. Mais ce n'est pas non plus 3 semaines, donc ça peut vraiment aider. Et en termes de safety, il y a eu quand même 2 thromboses. Donc attention, il ne faut pas banaliser ce genre de combothérapie IGIV plus ARTPO dans l'urgence. Ça peut faire le lit de la thrombose et un patient peut passer d'un phénotype hémorragique le lundi à un phénotype thrombotique le mardi, ce qui n'est pas franchement très sympa parce que vous vous retrouvez dans le dilemme, il faut que je l'anticoagule, mais il est en train de saigner. OK, donc pour conclure, vous avez un PTI avec une hémorragie mettant en jeu le pronostic vital. C'est un PTI nouvellement diagnostiqué ou un PTI connu dont vous savez qu'il répond aux corticoïdes, aux IGIV. Vous faites des corticoïdes à forte dose, des IGIV à dose maximale et vous transfusez des plaquettes tant que le seuil de 100 gigas n'est pas atteint, s'agissant d'une hémorragie intracrânienne. D'accord ? Si c'est un patient qui est réfractaire à cette ligne thérapeutique, on rajoute volontiers de la vinblastine, qui est un bon poison du macrophage splénique. Si ça ne fait rien, ou d'emblée parfois, on rajoute plutôt du romiplocine, du Nplate, que le L-Thrombopag, parce que c'est plus facile à manager, on sait la dose exactement qu'on administre. Et toujours bien sûr les transfusions de plaquettes. Et si vraiment, malgré ça, on va dire ce combo optimisé, rien n'y fait, il faut déjà se poser la question, est-ce qu'on s'était bien appétit, est-ce qu'on ne s'est pas planté, le diagnostic, donc revoir le diagnostic, revoir le myélogramme s'il n'a pas été fait, et puis c'est là où on va discuter vraiment des thérapeutiques d'exception, style splénectomie en urgence, facteur 7 activé, j'en passe. Voilà, donc pour conclure, la thrombopénie en soins critiques, c'est une problématique qui est très fréquente et souvent multifactorielle. Mais le plus souvent, la thrombopénie est un marqueur de sévérité, mais n'est pas en elle-même génératrice d'une mise en jeu du pronostic vital, et donc ne doit pas être surtraitée et surtransfusée. Donc les indications doivent être limitées et extrapolées des recommandations qui sont faites hors réanimation. Les transfusions sont clairement délétères dans des contextes tels que la TIH et le PTT. Et on voit encore quand même des patients PTT transfusés, même dans des grands CHU. Et en cas de PTI grave avec syndrome hémorragique mettant le pronostic vital en jeu, une escalade thérapeutique rapide doit être entreprise qui peut aller jusqu'à l'adjonction rapide d'ARTPO. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Marc. Merci pour la présentation vraiment très, très, très complète.
Dans les nombreuses choses qui sont importantes, il y avait ce tableau qui comparait les PTT, les Evans et le CAPS. Et je voulais juste avoir ton avis sur, non pas la possibilité, parce qu'on sait que c'est possible, mais sur ton expérience clinique des overlaps. Alors, c'est une très bonne question. Effectivement, il peut y avoir des overlaps. Pas plus tard qu'il y a 3 semaines, on a eu une patiente qu'on ne connaissait pas, hein, mais qui avait été suivie il y a plusieurs années dans un autre centre pour un authentique PTI avec des anticorps antinucléaires positifs. Donc PTI et marqueur lupique, corticosensible, plaquenil, puis perdu de vue. Et puis elle arrive chez nous avec thrombopénie, mais là cette fois une anémie, mais il y avait un peu d'hémolyse, mais c'était pas franc. Et puis elle avait des ménorrhagies, elle avait une carence martiale, enfin bref, une bicytopénie. Et puis on se dit, ok, elle doit rechuter du PTI, et puis elle a dû saigner un peu. On commence avec les corticoïdes, et puis en fait, des J1 antiques, parce que en fait, le syndrome hémorragique cutanée, il était minime. Et on fait des schisos, et là il y avait des schisos, et voilà, en fait, elle est passée d'une histoire de PTI à une histoire de PTT. Donc ça peut marcher dans les deux sens. Une patiente lupique peut faire un Evans une année, et puis un PTT 2 ans après. Donc méfiez-vous de ces effectivement overlaps, parce que le terrain prédisposant à l'auto-immunité peut faire le lit d'un CAPS, peut faire le lit d'un Evans et peut faire le lit d'un PTT. Et il y a effectivement des intrications, parfois chez les mêmes patients. Donc il faut à chaque fois se reposer la question comme si on était vierge d'informations sur le patient pour ne pas partir sur des fausses pistes en disant « ouais, ça doit être comme entre 2015, on va refaire la même chose ». Non, là, ça a pu changer de thématique et donc de stratégie. Merci beaucoup Marc, comme toujours complet et aidant. Ce qui est toujours effrayant, alors oui on a peur, ce qui rassure souvent c'est de connaître ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait chez quelqu'un qui a une thrombopénie, enfin un PTI grave, totale thérapie, qu'est-ce qu'on attend et quand on attend? Tu vois, savoir le délai et voilà. Alors PTI grave, totale thérapie, on attend que dans les 72 heures, vraiment, dans les 72 heures, ça décolle. Si ça décolle pas, on est quand même, on est balle. Mais il faut savoir tenir un peu. Ouais. C'est un peu ça l'horizon. Ouais. Voilà, fractionner toutes les 12 à 8 heures les transfusions. Alors, il n'y a pas de niveau de preuve disant que des concentrés d'aphérèse, c'est mieux que des unités plaquettaires de donneurs multiples. Bon, ça, ça repose pas sur un... Donc, vous prenez les plaquettes qu'on vous donne, en gros, et surtout, vous les passez. Donc, la Dexa, ça fait mieux que la prénisone. C'est un peu plus rapide, mais de toute façon, chez ces patients, souvent, on fait des bolus. Et puis, on voit des patients qui ont quand même un effet hémostatique. On leur fait des IG, ils nettoient la bouche et ils arrêtent de saigner du nez, alors qu'ils ont toujours 10 gigas. Donc ça, c'est plutôt annonciateur. Déjà, si vous avez un effet clinique, on est un peu plus serein. Mais pour l'hémorragie intracrânienne, il faut quand même viser le 100 gigas. Donc ça amène à la question... Merci. Ça amène à la question du coup de la dissociation entre le chiffre et la clinique. Donc finalement, il y a un continuum qui est le nombre de plaquettes. On ne traite pas un malade qui ne saigne pas et qui n'a pas de procédure à risque de le faire saigner. On est d'accord sur ce chiffre-là? Quel que soit le chiffre de plaquettes, ou est-ce qu'à 2000 ou à 5000 ou à 10 000, tu te transfuses quand même? Tu parles en général ou pour un PTI? Non, pas pour un PTI. En général, dans la thrombopénie en réanimation. En réanimation. Un malade qui ne saigne pas, qui ne va pas avoir de procédure à risque de le faire saigner, et qui a 25 000 plaquettes, on le laisse à 25 000 plaquettes. On ne le transfuserait que s'il saigne ou si on fait une procédure. Et de l'autre côté... 10 gigas, je discuterai. Parce que... 10 gigas. Mais au-dessus de 10, oui, je suis d'accord. Pour cette attitude conservatrice et qui repose sur la clinique. D'accord. Et de l'autre côté, est-ce qu'il y a des malades qui ont, parce qu'on parle de thrombopathie au bout d'un certain temps et d'épuisement, qui ont des malades qui ont 180 000 plaquettes et que tu vas transfuser à cause d'une situation à risque, un médicament de l'urée ou une situation à risque de le rendre hémorragique? Merci Amélie. Oui, alors ça, effectivement, il y a des... Effectivement, il y a des situations où, bien sûr, il y a des thrombopathies et on peut être amené à transfuser des patients parfois non thrombopéniques, rarement, ou modérément thrombopéniques. Et c'est notamment le cas dans certaines thrombopénies constitutionnelles
qui s'associe à une dysfonction plaquettaire notoire, comme dans le Paris-Trousseau ou d'autres entités, où il y a des problèmes d'adhésion plaquettaire. Et pour le PTI, alors c'est compliqué parce que faire des tests de fonction plaquettaire dans des thrombopénies très profondes, on n'a pas de tests vraiment robustes, reproductibles et très fiables. Et souvent, ils sont mis en défaut. Mais par exemple, dans le PTI, on sait que certains patients ont des anticorps contre la glycoprotéine de B3A plaquettaire sur certains épitopes. Et en plus d'avoir la thrombopénie, ils ont un genre de Glanzmann acquis. C'est une dysfonction plaquettaire. Donc eux, même à 50 gigas, ils peuvent saigner beaucoup. Donc oui, dans certaines circonstances de thrombopathie avérée, on peut être amené à transfuser des plaquettes préventivement, même quand bien même le chiffre de plaquettes est modérément abaissé, mais ça reste... enfin, généralement, il y a quand même une historique de saignement, d'histoire familiale. Voilà, c'est pas simplement j'ai la thrombopénie et je suis insuffisant rénal, donc je vais avoir un temps de saignement à 25 minutes. Hein. C'est quand même des cas un peu plus cadres. Non, que je ne fais plus d'ailleurs. Hein. On peut faire... Non. De temps en temps, on fait du PF à 100 avant certaines procédures, mais même maintenant, les hépatos avant les PBH, ils ont laissé tomber. Pardon, c'est du pratico-pratique. On met des très fortes doses dans l'aplasie de romiplostim, 20 microgrammes kilo. Vous faites quoi, vous, dans la totale thérapie? Nous, généralement, on ne dépasse pas 10. On ne dépasse pas 10 et on s'arrête à 1000. C'est-à-dire que si le patient il fait 115 kilos, on ne fait pas... Voilà. Ça, c'est plus pour de la pharmacoéconomie.